Chase a failli se faire dessus lorsqu'il a vu le visage terrifiant et d'une pâleur cadavérique du fantôme s'avancer vers lui dans l'asile psychiatrique abandonné. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il s'agissait en réalité simplement du visage blafard de son partenaire Keith et qu'il réalise aussi à quel point il venait de se ridiculiser devant la caméra. « Coupez, coupez !» dit-il d'une voix épuisée dont il avait maintenant bien trop l'habitude. À quelques mètres de là, le caméraman de Chase et Keith, Nick, arrêta l'enregistrement. C'était encore un autre échec humiliant. Un sérieux coup porté à toutes leurs ambitions en tant que créateurs YouTube spécialisés dans la chasse aux fantômes. Et dire qu'ils étaient venus jusqu'en Roumanie pour ça, sans avoir vu le moindre fichu fantôme. Peut-être qu'on devrait suivre la piste du vampire, proposa Keith pour sauver la situation. 1 million de personnes ont déjà visité le château de Dracula, Keith, a dit Chase, et il n'y a probablement même jamais vécu. Non, je parle de ce que les habitants ont raconté au bar, tu sais, le monastère abandonné dans la forêt de Hoya. Eh bien, il avait déjà entendu de pires idées. 1 heure plus tard, il roulait en SUV de location sur un chemin de terre vers la célèbre forêt aux horreurs surnaturelles. Les histoires locales étaient alléchantes. Des gens attaqués et enlevés par des hommes pâles qui sortent du monastère en rampant lorsque le soleil se couche. Chase, Keith et Nick n'y croyaient pas du tout, mais cela ferait au moins un fond intéressant pour une vidéo. Ils erraient dans la forêt alors que le crépuscule approchait, peignant le ciel lointain de nuances d'orange. Chase faisait sa présentation face à la caméra, tandis que Keith se tenait sur le côté, l'encourageant. « Salut à tous, je suis Chase, et vous regardez Chasing Mysteries, où nous sommes sur place dans la forêt de Hoya, en Roumanie. C'est bien ça, les amis, le pays de Dracula. Et nous enquêtons sur les légendes d'un monastère en ruine dans ces bois qui pourrait bien être un repère de vampires. Alors, abonnez-vous et rejoignez-nous pour les horreurs à venir. » Les heures passaient lentement, tandis qu'ils s'enfonçaient dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Les seules sources de lumière étaient leurs lampes de poche et leurs caméras à vision nocturne, puis les bruits commencèrent. Tous les craquements, bruissements et gémissements nocturnes de la forêt. Ils ne pouvaient s'empêcher de se sentir un peu troublés par tout cela. D'une certaine façon, plus ils étaient troublés, meilleur serait le contenu final. Chase se tourna vers la caméra. Abonnez-vous au Patreon de Chasing Mysteries pour accéder à de nombreux contenus bonus introuvables sur la chaîne principale. Du contenu exclusif en coulisses, du contenu additionnel et des avant-premières de nos prochaines vidéos. Par coïncidence, ce sont aussi les avantages offerts en devenant chercheur junior et en s'abonnant au Patreon du Dr Bob. Quelle drôle de coïncidence. Bref, revenons à l'obscurité de la forêt de Hoya. Même avec leur manteau d'hiver, la nuit rurale roumaine était d'un froid impitoyable. Bien sûr, ils ne trouveraient rien de surnaturel ici, mais les dangers naturels de la forêt suffisaient à les faire hésiter. En fait, ils étaient tellement occupés à rester au chaud qu'ils entendirent à peine les pas qui s'approchaient d'eux dans l'obscurité. Jusqu'à ce que Chase entende un cri. Lui et Nick levèrent les yeux et virent que quelque chose avait saisi Keith, une grande silhouette mince, nue, à la peau d'un blanc éclatant. Keith hurla alors que la créature le traînait derrière la lisière des arbres. Chase se tourna vers Nick et vit que son caméraman avait déjà fui dans l'autre direction. La dernière chose que Chase entendit de lui furent les mots « Je ne suis pas assez payé pour ça » qui s'évanouissaient dans la nuit. Mais Chase n'allait pas abandonner si facilement. Il semblait qu'il était peut-être face à ce qu'il avait cherché toute sa vie, une véritable activité paranormale authentique. Il ne voulait pas laisser passer cette chance. Ah, et il voulait aussi sauver son ami, c'était tout aussi important pour lui. Chase fit honneur à son nom et suivit le chemin par lequel la silhouette pâle avait traîné son ami. Ils traversèrent la forêt jusqu'à apercevoir la silhouette du monastère en ruine au-dessus de lui. Oui, c'est sûrement ici qu'il a traîné Keith. Il entra en courant par un mur en ruine, éclairant son chemin avec la lampe de son iPhone. Il y eut ce bruit affreux, une sorte de bruit de succion humide, et quelques instants plus tard, le mince faisceau de lumière en trouva l'origine. Cette créature horrible était penchée sur ce qui restait de son ami, une longue trompe charnue sortant de sa bouche et plantée dans le cou de Keith, aspirant. Keith lui-même ressemblait à un matelas à eau percée ou à un ballon qui se dégonfle, rétrécissant et se froissant lentement pendant que la créature le vidait comme une poche capricone humaine.
Chase se retourna et essaya de s'enfuir, mais il y avait d'autres de ces créatures hideuses et pâles, avec leurs yeux absents et leurs grandes oreilles aînées de chauve-souris. Elles se sont jetées sur lui, l'ont saisi avec leurs griffes et l'ont entraîné de plus en plus profondément dans les entrailles du monastère, jusqu'à ce que les murs cèdent la place à des tunnels charnus et sépulcraux, grouillant de verre en forme de ruban. Les monstres le retenaient pendant qu'il se débattait, le forçant à s'agenouiller et lui ouvrant la bouche de force. Un autre monstre apparut, tenant dans ses mains un énorme ver frétillant, de la taille d'un serpent moyen. Il avait beau essayer de bouger ou de refermer la bouche, c'était inutile. Ses yeux se révulsèrent alors que l'énorme ver était forcé de descendre centimètre par centimètre dans sa gorge, tous les monstres produisant ces bruits de claquements terribles avec leur bouche. Et puis, la peau de Chase commença à pâlir. C'est terrible de voir un autre YouTuber fauché dans la fleur de l'âge comme ça. Tant d'abonnés perdus. S'il m'avait seulement contacté, moi, Dr Bob, pour une collaboration, j'aurais pu lui dire que toute tentative de filmer le SCP-2191, aussi connu sous le nom d'usine Dracula, finirait en tragédie absolue. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne cette anomalie unique et terrifiante, à la fois pour l'éducation générale de la Fondation, et comme rappel qu'en vacances en Roumanie, il vaut mieux s'en tenir aux attractions touristiques classiques. Au premier abord, le SCP-2191 semble être les ruines d'une église orthodoxe cachée au cœur de la célèbre forêt de Hoia, en Roumanie, un lieu longtemps considéré comme un épicentre d'activités étranges et souvent paranormales. Les apparences sont parfois trompeuses. En regardant plus loin, on remarque que les niveaux inférieurs du bâtiment combinent une architecture thrace et dace, ainsi que des objets Cucuteni Tripilia multimillénaires dans les tunnels en dessous. L'équipe de la chaîne YouTube Chasing Mysteries manquait des connaissances historiques pour savoir tout cela. Mais les esprits plus académiques ici à la Fondation ont avancé que ces particularités architecturales, issues de plusieurs époques, reflètent une intention prédatrice. Le bâtiment est conçu pour sembler accueillant aux étrangers perdus dans la forêt et cherchant un refuge en période de détresse, les attirant à l'intérieur vers un sort terrible dont nous parlerons sous peu. Au fur et à mesure que les époques et les styles architecturaux évoluent, le SCP-2191 est modifié pour rester en accord avec le style dominant, afin de ne jamais éveiller les soupçons parmi la population. Mais si vous pensez que le bâtiment lui-même projette une silhouette plutôt inquiétante, il n'est vraiment rien comparé aux horreurs qui se trouvent à l'intérieur. Je vous déconseille fortement de tenir une bougie devant les horreurs à l'intérieur. La lumière les énerve. La variété la plus courante de créatures dans le château est appelée SCP-2191, une entité qui était autrefois humaine, comme notre cher ami regretté Chase l'a découvert de la manière la plus directe et la plus répugnante qui soit. Ils ont subi un certain nombre de mutations qui auraient normalement dû leur être fatales, y compris la disparition de presque tous leurs organes majeurs, à l'exception du cerveau, du cœur et des poumons. Leur peau est d'une pâleur mortelle et a la texture de la porcelaine craquelée, comme une poupée victorienne hantée, et leurs yeux ont régressé derrière de lourdes paupières. Bien que ces individus soient capables de percevoir la lumière et semblent y réagir de manière extrêmement négative, ils sont en réalité aveugles et compensent cela par des modifications biologiques de leurs autres sens. Leur nez est devenu large et retroussé, comme celui d'une chauve-souris vampire, pour accentuer leur odorat. Leurs oreilles sont aussi devenues grandes et en forme d'entonnoir pour améliorer leur ouïe. Ils ont perdu la capacité de parler et ne produisent plus qu'un fort claquement buccal, supposé aider à l'écolocalisation. Comme les vampires du folklore roumain, ces créatures terrifiantes vieillissent et se décomposent très lentement, avec un métabolisme extrêmement lent. Aucun des spécimens que nous avons catalogués ne semble avoir présenté de changements biologiques ou superficiels en plus d'un siècle depuis que SCP-2191 est sous la surveillance de la Fondation. Le facilitateur de ce phénomène n'est pas SCP-2191 lui-même, mais apparemment un certain nombre d'organismes vermiformes qui entretiennent une relation symbiotique avec SCP-2191. Ils sont regroupés sous l'appellation SCP-2191-2. Nous avons actuellement pu identifier 3 espèces principales, et si je peux me permettre un commentaire personnel, elles sont toutes absolument répugnantes. Bien sûr, il y a le SCP-2191-2A, une énorme créature ressemblant à une lamproie, avec une grande bouche remplie de cercles concentriques de dents conçus pour faciliter une alimentation sanguine semblable à celle d'une sangsue.
2A existent à l'intérieur des torses des instances humanoïdes de SCP-2191-1 s'enroulant dans leur abdomen, dans l'espace creux où se trouvaient autrefois les intestins de la créature lorsqu'elle était humaine. Les 2A semblent diriger les instincts alimentaires du SCP-2191 peut-être par le biais d'un système de signalisation neurochimique que nous n'avons pas encore entièrement compris. SCP-2191-2B SCP-2191-2B sont de longs vers fins qui se déplacent à travers un réseau complexe de tunnels cachés à l'intérieur des murs creux de SCP-2191 dont la structure ressemble à celle d'un nid de fourmis ou de termites. Si vous êtes encore assez téméraire pour déjeuner en regardant cette vidéo, je vous suggère de poser immédiatement votre sandwich avant d'entendre ce qui va suivre. Les 2B sont conçus pour extraire les nutriments collectés par les 2A en pénétrant dans le corps des entités humanoïdes, généralement par la bouche ou, par l'entrée arrière. Elles ressortent ensuite en rampant pour rapporter ces nutriments directement au nid. SCP-2191-2C SCP-21912-C sont les troisièmes et, à mon avis, les plus fascinants de tous les organismes -2. Ces longs vers épais sont également connectés à la structure interne du nid SCP-2191 et, à l'intérieur, sont principalement composés de tissu neural. Lorsque les instances SCP-20 et 1911 sont dans un état actif, ce qui se produit entre les périodes d'alimentation, les 2C rampent vers elles et se connectent à leur système nerveux à la base de leur colonne vertébrale, semblant ainsi les intégrer à un réseau collectif plus vaste. Pendant ce moment de connexion, les instances SCP-20 et 1911 s'agenouillent et adoptent une posture similaire à celle d'une personne en prière. Les trois types de vers montrent d'étonnantes similarités génétiques avec l'homme. Cela suggère qu'un certain degré de compatibilité génétique inhérent a toujours lié nos destins et fait de nous la proie parfaite pour les monstres qui rôdent dans SCP-2191. En parlant de proie, après des décennies d'observation, nous avons réussi à comprendre les schémas d'alimentation des créatures dans SCP-2191 avec une précision scientifique. Entre le crépuscule et l'aube, au moins une des instances de SCP-2191-1 devient active et commence à chasser dans les forêts à la recherche de proies humaines. Et je parle bien d'humains, car les études ont montré que ces entités n'ont absolument aucun intérêt pour les animaux non humains. Il est également important de noter que, bien que plusieurs instances de SCP-2191 puissent être actives en même temps, elles ne chassent pas en meute. Au contraire, elles se répartissent dans la vaste région de la forêt de Oya afin de maximiser leurs chances de capturer des proies. Et lorsqu'elles attrapent une proie, les choses deviennent extrêmement désagréables. Elles saisissent tout humain malchanceux à leur portée et injectent un paralysant dans son corps à l'aide de crochets qui dépassent de leurs doigts inférieurs. Lorsque leur victime est incapable de se défendre, leur mâchoire se décroche de façon grotesque et le ver SCP-21912-A en sort. Il s'accroche au corps de la victime et injecte une enzyme digestive qui liquéfie les os, les muscles et les organes du corps, les transformant en une soupe épaisse. Le ver engloutira alors avidement le tout pendant les 20 à 50 minutes suivantes, selon la taille de la proie, ne laissant derrière lui qu'une enveloppe vide de peau. Une fois le processus d'alimentation terminé, SCP-2191-1 retournera au nid pour partager sa récolte. Je parie que tu es content que je t'ai dit d'arrêter de manger, n'est-ce pas? Un fait fascinant concernant SCP-2191 est que les habitants de la région rurale autour de la forêt de Oya sont au courant de l'anomalie depuis un certain temps déjà. Mais ce n'est qu'en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, que la Fondation en a eu connaissance, après que 244 membres de la première armée austro-hongroise ont complètement disparu lors de la bataille de Transylvanie. Frustrant car la zone étant en plein combat durant la guerre, la Fondation n'a pu y mener de recherche, ni y mettre en place de procédures de confinement avant 1919. Souvent, l'arrivée de la Fondation et le confinement de l'anomalie marquent la fin des événements majeurs liés à celle-ci. Ce n'est absolument pas le cas avec SCP-2191, alors qu'un faux sentiment de sécurité a peut-être été instauré par le fait que l'anomalie semblait être entrée en dormance après 1924. Plusieurs incidents horribles se sont produits entre 1932 et 1977, changeant complètement notre perspective. Et c'est ce qui a conduit à la découverte de SCP-20 et 1913. Le 26 septembre 1932 en Grèce, la péninsule de Kolkidiki a été dévastée par le tremblement de terre d'Erassos, entraînant 491 victimes recensées. 126 de ces victimes n'ont jamais été retrouvées, aucune trace des disparus n'ayant jamais été découverte. Quelque chose dont nous comprendrions plus tard qu'il était profondément lié à SCP-2191.
Le 26 décembre 1939, le tremblement de terre d'Erzincan fit plus de 33 000 morts en Turquie. À cette époque, certains habitants rapportèrent, je cite, « un grand serpent sortant de terre ». La Fondation a enquêté dans la région et supprimé ces rapports peu après. Le 10 novembre 1940, un tremblement de terre a frappé Vrănceac en Roumanie, heureusement sans faire autant de victimes que ceux que je viens de mentionner. Des rapports isolés d'attaques de vampires dans les semaines qui ont suivi le tremblement de terre ont été étouffés par la Fondation, qui les a considérés comme de simples divagations superstitieuses d'habitants. Le 18 mars 1953, un autre tremblement de terre, le Cenaca Gürnen, allait semer le chaos à travers la Turquie, faisant plus d'1 millier de morts. Certains survivants ont déclaré avoir vu le bras d'une pieuvre sortir du sol pendant l'incident et que dans les jours qui ont suivi, les hommes pâles attaquaient les survivants dans les ruines. Ces témoignages ont continué jusqu'à 1 mois après la fin du séisme. Le 26 juillet 1963, le tremblement de terre de Skopje a frappé la Macédoine, faisant plus d'1 millier de morts et laissant plus de 200 000 personnes sans abri. Il n'est sans doute pas surprenant d'apprendre qu'on signalait encore des silhouettes étranges et pâles qui s'en prenaient aux gens la nuit. Lorsque la poussière est retombée, environ 500 personnes avaient disparu dans les suites immédiates de la catastrophe. Et bien sûr, le 4 mars 1977, Brescia a été frappé par un autre tremblement de terre, bien plus dévastateur cette fois-ci. Plus de 1500 personnes ont été tuées, dont 800 ont complètement disparu, et une fois de plus, les témoignages d'hommes pâles errant la nuit étaient fréquents. Cette fois-ci, cependant, des agents de la Fondation étaient déjà présents dans la région et ont pu établir la première connexion définitive avec SCP-2191. Des équipes de creusement ont été envoyées à l'épicentre du séisme. En s'enfonçant suffisamment profondément, ils ont découvert la source de toutes les atrocités anormales liées à cette entité singulièrement dangereuse, SCP-21 SCP-21 est une créature organique géante dont les tentacules s'étendent sur au moins 660 000 km², excrétant une substance hautement corrosive qui lui a permis de faire fondre un réseau complexe de tunnels sous les États des Balkans. Cet être est ancien et incroyablement intelligent, et il utilise les vers SCP-21912-C pour contrôler toutes les autres instances, ainsi que les vers SCP-21912-B pour extraire les nutriments de leur repas. Tout ce système est essentiellement conçu pour nourrir ce monstre immense et terrifiant qui se cache profondément sous la Terre. Et un fait préoccupant que la Fondation a découvert à peu près à la même époque, c'est que tout ce qu'ils venaient d'apprendre était en réalité de notoriété publique parmi les habitants locaux depuis des siècles. Ils avaient effectivement sacrifié des gens à SCP-2191 afin de l'empêcher de provoquer des tremblements de terre en cherchant d'autres sources de nourriture. Désireux de comprendre cette tradition culturelle morbide, le chercheur de la Fondation, le Dr Judith Lowe, a interrogé Draga Negrescu, une doyenne du village âgée de 96 ans, descendante des Salamanari, une secte proto-sarkique connue pour pratiquer des rituels sanguins et la manipulation sarkique traditionnelle de la chair par la thaumaturgie. Avec une révérence solennelle, Negrescu a décrit la créature sous le temple comme la mère et s'est présenté, ainsi que les autres villageois, comme les abeilles ouvrières qui lui apportèrent de la nourriture. Lorsque le Dr Lowe a demandé ce qu'était exactement la mère, Negrescu a répondu de la manière la plus sarkique imaginable. La mère était autrefois une princesse, la plus belle fille de l'impératrice de sang. Le grand Karciste, roi sorcier d'Aditum, chercha à la conquérir comme il l'avait fait avec le domaine de l'impératrice de sang. Il la revendiqua comme il en avait le droit, et elle devint sa concubine favorite. Avec le temps, elle en vint à vénérer le grand Karciste, tout comme nous qui suivons les anciennes traditions. Elle le supplia de lui permettre de porter ses enfants, et le grand Karciste la bénit de sa semence sacrée. La mère enfla de joie et de vie. C'est ici qu'elle fut plantée, et ici qu'elle grandit. Nous, comme les pâles, devons la garder bien nourrie et satisfaite. Les pâles recrachent le nectar dans ses nombreuses bouches, et sa progéniture tête ses dents et devient forte. La mer et la terre ne font plus qu'un. Son ventre de terre enfle et bientôt, Elle se rompra. Tout autour de vous n'est que bois prêt à brûler pour les dieux. les mots dont tout chercheur de la Fondation rêve, j'en suis certain. Alors qu'il avait autrefois reçu la désignation Euclide, avant que nous connaissions l'étendue réelle de ses capacités et son potentiel de nuisance véritablement terrible, la Fondation a depuis reclassé l'objet en Keter. Pourtant, vous pourriez être surpris de voir à quel point les mesures de confinement pour le SCP-2191 sont laxistes.
Les procédures spéciales de confinement pour 2191 consistent à surveiller l'anomalie grâce à une combinaison d'agents de la Fondation déguisés en gardes forestiers et de drones caméras télécommandés pour une observation rapprochée. Mais ils s'abstiennent autrement d'interférer avec l'anomalie ou avec la manière dont les habitants choisissent d'interagir avec elle. Si des civils ou des entités hostiles franchissent le périmètre de sécurité établi, la force létale est autorisée et a malheureusement été nécessaire dans plusieurs cas. Personnellement, je trouve toute cette situation plutôt troublante. Chaque fois que la Fondation adopte une attitude laxiste envers le confinement d'une anomalie dangereuse, cela rend la mort d'innocents presque inévitable, ce que je considère rarement, voire jamais, comme un sacrifice acceptable. Si j'étais chargé de cette opération, j'adopterais une approche totalement différente, une approche qui ne fait pas le jeu des créatures qui considèrent la SCP-2191 comme leur nid. Je commencerai par instituer. Il semble que j'ai reçu une correspondance directe d'un membre du Conseil O5. Ceci est très inhabituel. Et chose encore plus inhabituelle, ils m'ont demandé de le lire à voix haute devant le public du Dr Bob pour s'assurer que leur message soit clair et sans ambiguïté. D'accord, voyons cela. Il y en a certains qui souhaitent croire que la Fondation n'a jamais et ne cédera jamais aux desseins et aux désirs d'une entité anormale. Les efforts de la Fondation pour contenir SCP-2191 auraient involontairement conduit à la mort d'environ 40 000 personnes sur une période de 45 ans. Le choix évident serait de neutraliser la menace. Et nous avons essayé. Le nombre de victimes civiles et de membres de la Fondation dépasse largement les chiffres acceptables. Pour contenir les menaces majeures, nous devons le laisser se nourrir. Nous sommes conscients du caractère offensant de cette procédure. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière, que la Fondation est obligée de commettre un moindre mal pour en prévenir un plus grand. Nous croyons qu'au final, notre méthode actuelle est la plus souhaitable, tant sur le plan de l'éthique que de l'efficacité. Nous sommes pleinement conscients que chaque sacrifice nourrit SCP-21913, lui permettant, ainsi qu'à sa progéniture, de prospérer. Mais nous n'allons pas sacrifier toute la péninsule balkanique pour neutraliser cette menace. Pas encore. Comme c'est rassurant. Envie d'autres histoires terrifiantes sur l'anormal, livrées directement à vos notifications? Abonnez-vous à la chaîne du Dr Bob et activez les notifications en cliquant sur la cloche, car parfois, cliquer sur la cloche est la chose la plus effrayante qui soit. Vous ne me croyez pas? Regardez ma vidéo sur SCP-513, une cloche de vache, et vous ne dormirez plus jamais.